Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison du numérique pour tous sur Sud Radio. Une nouvelle année où nous vous ferons découvrir comment le numérique réinvente notre vie de tous les jours avec toujours plus d'innovation et le regard aiguisé de nos experts. Et aujourd'hui, nous allons tout naturellement parler de rentrée scolaire. Comment préparer les jeunes générations au métier du numérique dans un contexte de manque d'enseignants? Comment rendre le numérique accessible à tous, quel que soit son budget? Et quels sont les métiers du numérique qui attendent nos jeunes générations? C'est ce que nous vous ferons découvrir avec nos invités. Avant de commencer cette émission, j'en profite bien évidemment pour souhaiter une très belle rentrée à tous les étudiants et aussi à leurs parents et bien évidemment au corps enseignant. Le numérique pour tous, spécial rentrée scolaire, c'est parti pour une nouvelle saison et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial rentrée scolaire. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le président des éditions Playback, Jérôme Salté. Bonjour. Playback, c'est le journal dédié aux plus jeunes pour s'entraîner à lire 10 minutes chaque jour et découvrir le monde en s'amusant. Alors Jérôme, merci d'être parmi nous pour nous partager votre vision de l'éducation à l'heure du numérique. Mais avant de commencer cette interview, j'aimerais vous poser une question toute simple. C'est quoi l'objectif de l'éducation pour vous ? Vous parlez d'une question toute simple, c'est évidemment la question essentielle. Merci d'ailleurs de commencer par là, parce qu'en France, on a la passion des débats sur l'éducation qui consiste à s'écharper sur les moyens avant de se mettre d'accord sur l'objectif. Alors il y a un petit bout de la lorgnette qui consiste à dire que l'éducation c'est la transmission des savoirs. C'est pas du tout ce qui me convient en tout cas, et je crois que c'est pas vrai. Il y a un très grand bout de la lorgnette qui est celui de Rousseau ou d'Edgar Morin, qui consiste à dire que l'éducation c'est apprendre à vivre. Edgar Morin a écrit un beau bouquin qui s'appelle Enseigner à vivre et qui raconte ça. Et nous, on s'est posé la question à l'échelle d'un collège, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de traduire ce grand bout de la lorgnette à l'échelle d'un établissement. Et on est arrivé à l'idée que l'objectif, c'était de former des citoyens autonomes, responsables, entreprenants et épanouis. Des belles valeurs. Alors, Jérôme, cette semaine, le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, a affirmé lors de sa conférence de rentrée « Notre premier défi, je cite, est d'assurer une rentrée réussie dans un contexte de difficultés inédites de recrutement ». Il a pointé du doigt le problème structurel d'attractivité du métier d'enseignant. Pour vous, comment préparer les jeunes générations au métier du numérique si les fondamentaux ne sont pas là et si on manque d'enseignants? Oui, on a un très gros sujet qui n'est pas un sujet français. C'est un sujet, en tout cas européen. Dans pratiquement tous les pays d'Europe, on manque d'enseignants et on en manque de plus en plus. C'est-à-dire que le métier perd de son attractivité. Il y a évidemment une dimension qui est la dimension salariale. En France notamment, les enseignants sont trop mal payés et leur rémunération évolue trop peu au fil de leur carrière. Mais même dans des pays comme l'Allemagne, où les salaires sont beaucoup plus élevés, de l'ordre du double, eh bien on manque aussi d'enseignants. Et donc tout le sujet, je pense, c'est d'avoir une vision globale, une réflexion globale sur le métier d'enseigner, et dans lequel on doit retrouver le plaisir d'enseigner. D'une certaine manière, le défi de l'éducation, c'est rallumer la flamme du désir d'apprendre chez les jeunes, qui passe par celle du plaisir d'enseigner chez les enseignants. C'est joliment dit. Alors vous parliez de l'Europe, on va parler du monde, là, quelques instants. On connaît ce classement, un PISA, qui est un classement qui permet d'évaluer les élèves sur le plan international. On voit que la France n'est pas très bien classée, hein. Elle est 23e sur 79. Devant nous, bien évidemment, il y a la Chine, il y a les États-Unis, mais aussi la Slovénie. Il faut revoir notre système éducatif. C'est quoi le fondement du problème? Oui, il faut revoir notre système éducatif, essentiellement d'ailleurs sur un critère du classement PISA, qui est celui de la capacité d'un système éducatif à corriger ces inégalités scolaires et les inégalités sociales. Et là, la France n'est pas 23e sur 79, elle est dernière ou avant-dernière. Ça fait mal. Ça fait mal, d'autant plus que c'est l'objectif d'un système comme le système français, qui est un système public, laïque, gratuit, obligatoire. C'est justement de corriger les inégalités, et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, et pour travailler là-dessus, il faut en effet changer le système, je dirais presque de fond en comble. Alors venons-en au numérique, hein. On rappelle qu'il y a quand même un fossé, que 13% de la population française, adultes, enfants confondus, est éloignée de l'accès au numérique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau des nouvelles générations, ce fossé diminue parce que y a de nouveaux moyens et de nouvelles générations, ou alors il est en train de se creuser? C'est quoi la dynamique?
Alors, il y a une expérience passionnante en ce moment qui est menée dans 12 départements qui s'appelle Territoire numérique éducatif, les TNE. On y participe un petit peu avec un organisme que je préside qui s'appelle la Trousse à Projet et qui consiste à réduire sur ces territoires la fracture numérique, ce qu'on appelle la fracture numérique. Et en fait, la fracture numérique, elle est liée à plusieurs facteurs. Premièrement, un facteur d'équipement. On ne peut pas utiliser le numérique si on n'est pas équipé et si on n'est pas connecté. Et évidemment, l'équipement dépend un petit peu justement des critères d'égalité dont on parlait. Il y a une question de contenu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en matière d'éducation, bien utiliser les équipements si on n'a pas les contenus appropriés. Donc, il faut avoir accès à ces contenus. Et puis, il y a un point crucial qui est celui de la formation. Et la formation elle-même, elle est divisée, si on peut dire, entre 3 publics. Les élèves eux-mêmes, les enseignants et les parents. Il faut faire beaucoup d'accompagnement à la parentalité en matière de réduction de la fracture numérique. Donc il y a un gigantesque sujet qui n'est pas du tout résolu. Et pour vous, l'intégration du numérique donc, dans les programmes éducatifs aujourd'hui, il est satisfaisant, on peut mieux faire, on a tendance à les opposer, est-ce que c'est complémentaire? Comment vous voyez coexister, on va dire, le numérique dans l'enseignement, avec l'enseignement? Alors dans l'enseignement, il y a des savoirs et des savoir-faire. Acquérir les savoir-faire qui sont nécessaires au bon usage du numérique, c'est tout à fait indispensable. Cela dit, je pense qu'il faut se méfier des visions un peu utilitaristes de l'enseignement. Il faut revenir justement à notre vision de l'objectif, qui est une vision très, très généraliste, très humaniste, et donc pas faire systématiquement de l'éducation à. L'éducation au développement durable, l'éducation au numérique, l'éducation, etc. Et pas transformer les enseignants en multispécialistes de toutes ces affaires-là. En revanche, on doit acquérir les bons réflexes et les savoir-faire du numérique au cours de sa scolarité. Mais justement, on va devoir de plus en plus former les jeunes au numérique parce que de nombreux métiers vont être orientés numérique dans les années à venir. Vous considérez qu'on a assez de professeurs pour justement les former? Déjà sur les matières de base, on a une pénurie du corps enseignant. Est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres pays européens dont on pourrait s'inspirer pour justement pallier à ce manque? Oui, est-ce qu'on a assez d'enseignants? Il y a 12 millions d'élèves, il y a 850 000 enseignants, et aujourd'hui on considère qu'on manque d'à peu près 4 000 postes. Donc le sujet que vous évoquez, c'est pas un sujet de nombre d'enseignants, c'est plutôt le sujet de la manière dont on s'y prend pour acquérir les bons savoir-faire, y compris le savoir-faire du numérique. Et donc ça, oui, on a tout à fait les moyens de le faire. Il se trouve que on le fait pas encore. Pas assez bien. Et néanmoins, vous trouvez qu'il y a assez de temps alloué à l'apprentissage du code, de la programmation aujourd'hui dans les écoles ou alors oui, il me semble que je ne prendrais pas le problème comme ça. Je prendrais plutôt le problème en utilisant les savoir-faire nécessaires, comme celui du code, du numérique, etc., à l'intérieur de projets plus vastes. Là encore, il s'agit de susciter la flamme du désir d'apprendre et donc plutôt de favoriser la pédagogie de projet à l'intérieur de laquelle on doit utiliser un ensemble de compétences, y compris les compétences numériques. Et l'accès à l'informatique aujourd'hui est facile en France pour les élèves qui veulent étudier, ou le Covid a quand même révélé que certains sont éloignés et qu'on peut mieux faire? On peut toujours mieux faire. Mais... Oui, c'est un peu paradoxal parce que oui, l'accès au numérique dans les établissements aujourd'hui est assez facile. Et le numérique, ça a été aussi une réponse aux problématiques liées au Covid, notamment dans les périodes de confinement où sans le numérique, on aurait eu énormément de mal, ça aurait été impossible d'assurer la continuité scolaire. Ça serait quoi votre conseil aujourd'hui aux étudiants, puisque la rentrée vient de commencer, d'être curieux, de prendre des cours en plus, de monter des projets Oui, prendre des cours en plus, non. Je pense que l'école, c'est bien. Au fond, il faut trouver les ingrédients qui permettent d'aller à l'école, la fleur au fusil. Il faut avoir envie. Il faut aimer l'idée d'aller à l'école. L'école, c'est formidable. D'avoir l'école que nous avons en France, c'est une chance formidable. Et donc, il faut que tous les acteurs du système éducatif aient envie d'y aller. Que ce soit les parents, que ce soit les enfants, bien sûr, et presque surtout les enseignants. L'école du futur, pour conclure, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est cette capacité aux différents établissements à avoir une forme d'autonomie. Pour vous, l'école du futur, elle ressemblerait à quoi ? C'est celle qui fait un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que pour moi l'école du futur, c'est pas une école ultra techno, c'est une école où on a envie d'aller, c'est une école qui favorise le sens des apprentissages, la compréhension du sens des apprentissages, c'est une école qui fait de la différenciation, c'est-à-dire qui considère pas que on a 12 millions d'élèves, mais 12 millions de fois 1,
élève qui est un être singulier qu'il faut accompagner, justement à qui il faut donner ce désir d'apprendre. C'est une école qui n'humilie pas, c'est une école qui fait de l'évaluation à la fois fine et enthousiasmante, une évaluation qui est un moyen d'apprendre et pas un moyen justement de tuer le désir d'apprendre. C'est ça l'école de demain. C'est une école aussi qui abandonne un petit peu les routines un peu insupportables, parce que une école dans laquelle on entre pour pendant 8 heures rester assis sur une chaise à écouter des gens qui parlent, c'est un truc qu'on ne ferait pas subir aux adultes aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de le faire subir aux enfants. Tout à fait. Donc une école qui donne du sens et une école qui permet de se réinventer au quotidien. Et ben voilà. Merci Jérôme pour cet éclairage en cette période de rentrée. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, on vous fera découvrir comment s'équiper avec un ordinateur, quel que soit votre budget. Nous vous partagerons également les dernières innovations pour préparer les jeunes générations aux métiers du futur. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial rentrée scolaire. Ça continue sur Sud Radio. Alors, évidemment, vous avez sûrement besoin de vous équiper en cette rentrée ou d'équiper votre progéniture avec du matériel informatique. Mais peut-être que cette dépense n'était pas prévue au budget. Eh bien, pour vous accompagner, nous avons une solution qui va vous permettre d'avoir du matériel dernier cri et en plus de faire un geste éthique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Coutier. Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant du groupe ATF et vous êtes en plus un entrepreneur social avec l'ambition de permettre au plus grand nombre d'avoir un équipement informatique au meilleur prix. Donc c'est quoi le concept de votre plateforme trenddiscount.com où on peut trouver ce matériel informatique ? Alors, le business model est à la fois dans l'économie circulaire, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Donc notre métier, c'est de racheter les matériels informatiques des grandes entreprises lorsque celles-ci s'en séparent et renouvellent leur parc informatique. Et notre cœur de métier, c'est de reconditionner ces matériels pour en remettre le maximum sur le marché de seconde main. Donc de faire ce que l'on appelle du réemploi. Et pour faire ce réemploi, qui est donc dans l'économie circulaire, on est à la fois dans l'économie sociale et solidaire, puisque le vaisseau amiral qui s'appelle ATF Gaïa est une entreprise adaptée qui compte une centaine de salariés, et à 70%, ce sont des personnes en situation de handicap. Donc ça nous permet à la fois effectivement d'avoir cette approche éthique, donc de prolonger la durée de vie de ces matériels, plutôt que d'en acheter des neufs et d'aller contre les réserves naturelles, puisqu'il faut savoir que pour fabriquer un ordinateur, un seul ordinateur, il faut 1500 litres d'eau et 240 kilos d'énergie fossile. Quand on sait que les énergies fossiles sont pas inépuisables, effectivement, on a plutôt intérêt, et d'ailleurs c'est les préconisations aujourd'hui de plus en plus fortes de la part du gouvernement, pour réparer, pour prolonger la durée de vie. Et d'ailleurs, depuis peu, c'est également une obligation pour l'ensemble des collectivités territoriales d'avoir une proportion de matériel issu du reconditionnement. Donc concrètement, on trouve quel type de matériel ? Donc des ordinateurs, mais quelle puissance, des tablettes, des ordinateurs qui vont aller de moins d'un an à 3-4 ans. D'accord. Il faut savoir que malgré tout, que la technologie évolue beaucoup plus vite que nos besoins, et qu'un ordinateur qui a par exemple 4 ans convient largement aux besoins que l'on en a, et même en entreprise. Et pour reprendre le sujet précédent sur l'éducation, un étudiant, avec un ordinateur de 3-4 ans, ça va correspondre tout à fait aux besoins qu'il en aura au quotidien pour ses apprentissages et pour... D'accord, donc l'ordinateur, le logiciel qui va avec est prêt à l'emploi. Le logiciel, donc effectivement, qui est le logiciel Windows, comme sur chaque ordinateur. Je n'osais pas le dire, mais voilà. Vendu. Effectivement, et donc ce sont des matériels qui sont reconditionnés entièrement, nettoyés, avec des niveaux de garantie qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. D'accord. Et bien évidemment, comme ce sont des matériels reconditionnés, en termes de coût d'acquisition, on est sur des budgets qui sont bien moindres que des matériels neufs. Concrètement, on est sur 50%, 25%? Oui, ça peut aller entre 30 et 70%. D'accord. De discount sur le prix par rapport à ce qu'on peut trouver sur le matériel neuf. Pour donner quelques exemples, on va trouver des ordinateurs de bureau à moins de 200 € et des ordinateurs portables. Alors, pour ceux à qui ça va parler, mais sur des générations de processeurs i5, on va trouver des prix d'entrée de gamme qui vont être plus ou moins aux alentours de 200 €. D'accord. Alors cette idée, elle est venue quand même. Elle a une histoire. Partagez-nous un peu l'origine du concept de votre entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de circulaire, on parle beaucoup de circuits courts et de développement durable. Le groupe ATF a une histoire qui remonte maintenant à plus de 26 ans.
avec une origine qui était ce qu'on appelle du broc, c'est-à-dire du négoce de matériel Apple à son origine. Parce que effectivement, il y a 25 ans, il était déjà intéressant d'utiliser des matériels d'occasion, parce que je n'avais pas tout à fait le même âge à 25 ans, et effectivement, j'étais confronté également à cet aspect budgétaire pour pouvoir acquérir un ordinateur. Donc l'idée est partie un peu de ce constat-là. Et puis déjà à l'époque, il y avait les prémices de ce qui est devenu la réglementation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc depuis 2005, c'était transposé dans le droit français où on paye tous aujourd'hui des éco-participations pour assurer le recyclage de ces produits électroniques. Et Dieu sait qu'on en produit beaucoup par habitant et par an. Et forcément, il y avait des perspectives d'avenir sur ces métiers-là. On n'était pas encore tout à fait sur le numérique, puisque il y a 25 ans, c'était aussi les prémices d'Internet. Et puis l'idée, avec l'associé que j'avais à l'époque, ça a été de révéler du sens autour de cette démarche-là. Il y avait une démarche qui était certes environnementale, et puis ça a été de se dire, voilà, c'est un métier d'avenir, on va avoir des besoins humains, des besoins de recrutement, et comment on pourrait essayer de joindre, pas l'utile à l'agréable, mais effectivement de révéler et de donner du sens à notre démarche. Et je le rappelle, vous avez 40% d'employés qui sont dans une situation... sur l'ensemble du groupe. Sur l'ensemble du groupe. Sur l'entreprise sociale en elle-même, on est à 70% aujourd'hui. Et donc assez naturellement, par histoire personnelle de mon associé à l'époque, lui qui était dialysé rénal, et de mon histoire personnelle, puisque mon père était médecin et porteur de handicap, on s'est porté naturellement vers l'insertion de personnes fragilisées, et en l'occurrence des personnes en situation de... Un beau défi que vous avez su relever avec votre PME. Alors je sais que vous avez plein d'autres défis en tant qu'entrepreneur. Le prochain, vous pouvez nous le révéler en avant-première. Prochain défi du groupe ATF. Alors le prochain défi du groupe ATF, c'est de continuer effectivement à assurer la pérennité de son modèle, et à la fois de continuer finalement ce qui fait notre plus grande fierté, c'est de montrer que on peut avoir une entreprise de croissance, une entreprise qui est performante, qui développe du chiffre d'affaires, qui est sur un marché concurrentiel, qui a de la rentabilité, sans pour autant négliger l'impact social, la qualité au travail, et de finalement montrer aussi qu'on peut avoir une entreprise performante et considérer que l'humain est la plus grande richesse de l'entreprise. Bravo pour ce que vous faites. Donc je rappelle Trade Discount, donc TRADISCOUNT.com, et là on verra effectivement, on peut découvrir tous les ordinateurs et tout le matériel informatique que vous pouvez proposer. On achète en ligne, on est livré directement chez soi, je suppose. Oui, bien sûr, oui, on est une plateforme e-commerce effectivement, et on livre très très vite, généralement dans les 24 heures. Bon, allez vite sur cette plateforme tradediscount.com. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un expert dont la marque équipe la plupart des ordinateurs, puisqu'il s'agit de Microsoft. Béatrice Matlega, bonjour. Et merci d'être parmi nous. Alors vous êtes directrice des partenariats et programmes d'éducation chez Microsoft France. On connaît votre marque, puisque beaucoup d'entre nous sont équipés sous Windows, mais aussi à travers ses consoles de jeux comme la Xbox 360. Mais on sait peut-être moins, et c'est ce dont vous allez nous parler, que vous proposez des solutions pour former les plus jeunes au métier du numérique dans les écoles. Alors de quel métier parle-t-on et comment ça fonctionne ? En effet, on a coutume de dire que quand les jeunes générations, les collégiens d'aujourd'hui vont entrer sur le marché de l'emploi là, dans quelques années, finalement 85% des métiers qu'ils seront amenés à exercer n'ont pas encore été inventés. Et le point commun, en fait, c'est que ces métiers seront inventés par le numérique. Donc, on sait que le numérique a un impact énorme sur les métiers d'aujourd'hui. On est en pleine réinvention des métiers actuels. Et puis, des tas de nouveaux métiers vont arriver. Donc, concrètement, ce sont des métiers qui vont s'appuyer sur les données, sur le développement de l'intelligence artificielle, sur aussi des besoins comme, par exemple, la cybersécurité. On parle en ce moment beaucoup de pénurie dans ces métiers-là. Déjà aujourd'hui, on a 15 000 métiers, 15 000 postes en fait qui ne sont pas pourvus en matière de cybersécurité. Et donc, c'est important en fait de sensibiliser ces jeunes générations à ce potentiel, à ces futurs métiers qui vont exister. Alors, comment ça fonctionne concrètement? On veut se former, on a une sensibilité à un domaine. Comment on se rapproche de vous? Alors, déjà, il faut que ces jeunes connaissent ces métiers. Donc, il y a un enjeu en fait de notoriété, de faire connaître ces métiers, de partager. Donc, ça peut se faire par l'intervention en fait de salariés, beaucoup de partage, de rôle modèle, etc. Sur la cybersécurité, on a développé un kit métier qui est mis à disposition des enseignants
qu'ils peuvent télécharger alors sur un site Microsoft gratuitement. Donc c'est des ressources qui présentent justement ces métiers, qui présentent les dangers, les enjeux autour de cybersécurité. Donc ces kits pédagogiques sont entièrement gratuits à disposition des enseignants. Donc les professeurs vont sur la plateforme Microsoft, ils choisissent le module qui les intéresse et ils peuvent le partager avec leur classe. Ils peuvent le partager avec leur classe, okay. Exactement. Voilà. Et puis, en fait, ces nouveaux métiers impliquent aussi de nouvelles compétences. Donc ça veut dire qu'il faut développer des compétences liées à la pensée numérique, à l'algorithmie. On parle beaucoup de code, mais il faut aller encore plus loin dans le développement en fait de ces compétences-là. On parle aussi de soft skills. Alors, c'est des compétences liées, par exemple, à la capacité à collaborer, à travailler en mode projet, finalement à présenter aussi ces projets en public. Donc, toutes ces compétences-là, elles peuvent s'acquérir à travers des pédagogies, on va dire, innovantes. Donc, nous, on s'appuie sur un outil, notamment, qui est la version éducative du jeu Minecraft, et qui permet en fait de réaliser par classe différents projets. Si je peux prendre un exemple concret, certains collèges ont travaillé sur la création d'un château du Moyen-Âge. Donc ils sont partis d'un château, d'une ruine en fait, d'un château existant, et ils ont travaillé avec des archéologues, avec des profs d'histoire, mais aussi avec des profs de maths, puisqu'il y avait une notion de proportionnalité dans le projet, et ils ont reconstruit au sein de Minecraft, donc la version éducation, ce château, avec toutes les notions historiques associées. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de travailler un certain nombre de compétences, finalement, qu'on a besoin d'acquérir dans le cadre du programme scolaire. Et qu'on développe plutôt quand on est en entreprise beaucoup plus tard, donc c'est bien dès le plus jeune âge de sensibiliser. Et en parallèle, ils ont dû coder, c'est-à-dire ils ont dû animer des personnages au sein de ce jeu, finalement. Ils ont dû travailler aussi en groupe, donc ils ont appris en fait toutes ces fameuses soft skills à travers ce projet-là. Donc là, une fois de plus, on va sur votre plateforme microsoft.com et puis on peut télécharger cette... Oui, on va sur une plateforme qui est la version éducation du jeu Minecraft. Donc, et on va trouver, alors que l'on soit parent, que l'on soit enseignant ou que l'on soit enfant, on va trouver des différents tutoriels que l'on peut réaliser seul ou que l'on peut réaliser avec ses parents ou que l'on peut réaliser avec ses enseignants. Donc là, on parle effectivement des enfants, mais vous accompagnez aussi, vous êtes au plus proche des enseignants pour justement les former, les sensibiliser et faire un peu une médiation avec Microsoft et puis les élèves. Comment ça fonctionne ? En effet, c'est vraiment important en fait que l'école accompagne les enfants dans la découverte en fait de ces nouvelles compétences et de ces nouveaux métiers. Et donc là, il y a un enjeu aussi finalement de formation et de sensibilisation des enseignants. Donc, on a créé une communauté d'enseignants innovants. Ils sont à peu près 20 000 dans le monde, et ils partagent entre eux. Alors, ils partagent de nouvelles pratiques pédagogiques, ce qu'ils ont pu faire, par exemple, sur Minecraft, ou ce qu'ils ont pu faire en utilisant différentes nouvelles technologies. Et puis, en fait, c'est l'occasion aussi de découvrir ce qui est fait dans d'autres pays, puisqu'on peut découvrir ce qui est fait en Angleterre, on peut découvrir aussi ce qui est fait à l'autre bout du monde. Voilà. Passionnant. Donc, on peut rejoindre cette communauté. On rejoint toujours sur votre plateforme Microsoft.com, et puis là, on est enseignant, on accède, et puis on peut partager avec des milliers de professeurs, en fait, son expérience. Tout à fait. Génial. Et donc pour vous, Béatrice, j'ai envie de vous demander, l'école du futur, elle va être tout digital, au-delà de l'autonomie qu'on peut en attendre. C'est quoi l'école du futur ? Alors l'école du futur, elle passera forcément par le numérique. Mais pour moi, c'est une école qui doit utiliser et mettre au service en fait de l'apprentissage tout le potentiel du numérique. Voilà. Donc c'est ça cette école du futur. Merci beaucoup Béatrice. Donc je rappelle microsoft.com/fr et là vous aurez toutes les informations, l'accès à la communauté et aux différentes applications. Un grand merci Jérôme, un grand merci Sylvain. Encore une fois une belle rentrée à tous. Merci. Et merci à nos invités de nous avoir partagé quelques clés pour mieux aborder cette rentrée. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.